Pour commencer et ouvrir cette table ronde, je souhaitais, peut-être dans le prolongement, non pas de ce qu'indiquait ma consoeur sur la réglementation, enfin la chargée de mission sur la réglementation spécifique et sur la loi sur les lanceurs d'alerte, mais plutôt dans le prolongement de ce qu'indiquait Annie Thébaumony. Je veux dire par là que je vais utiliser, peut-être me servir d'un exemple qui est celui du procès de l'amiante pour démontrer combien le lanceur d'alerte, d'abord, a existé avant que ce terme soit utilisé et combien il est essentiel, à la condition, me semble-t-il, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai, que ceci s'articule à la fois avec un mouvement social qui puisse porter cette parole, au-delà donc d'une simple de dénonciation sur la place publique, et également si cela est combiné au travers de l'action judiciaire. Alors, dans la mesure où je suis avocate, je ne vous surprendrai pas en vous indiquant qu'à mon sens, l'instrument judiciaire, le recours à la justice, peut être à la fois porteur pour donner de la visibilité à un problème, pour réunir des victimes et donc fédérer des gens qui sont dans des situations identiques, et également, parce que finalement je suis quelqu'un de très positif, qui permet de faire avancer les choses. Et je crois quand même qu'il faut prendre acte du fait qu'en matière de droit de la santé, nous avons quand même, ces 30 dernières années, me semble-t-il, beaucoup évolué. Alors, les choses ne sont pas évidemment celles que nous souhaiterions, mais je crois quand même qu'il faut prendre acte d'une prise de conscience publique de ces problèmes de santé publique et d'une évolution du droit, notamment du droit des victimes, qui est intéressante. Et ça, nous le devons certainement pas aux avocats que nous sommes, mais nous le devons à des gens qui ont pris des initiatives de dénonciation publique, et je vais parler du dossier de l'amiante, des gens comme Henri Pézra ou comme Annie Thébaumony, mais il y en a d'autres bien sûr. Je limiterai mon intervention à cette affaire de l'amiante parce qu'elle est connue et que cela m'évitera de revenir sur des faits pour vous expliquer quelle a été la stratégie commune mise en place, le lanceur d'alerte, les victimes et les avocats, pour indiquer, donc, revenir sur comment, à mon sens, les choses peuvent fonctionner pour que nous avancions. Alors, je disais tout à l'heure que, certes, les choses ne sont pas exactement ce que nous souhaiterions, mais je tiens à prendre acte, qu'il soit pris acte de ces progrès, parce que j'y vois la preuve que on peut encore se mobiliser, on peut encore faire bouger des choses, et que la voie n'est pas complètement fermée à toute évolution. Alors, sur le dossier de l'amiante, je constate que depuis un certain nombre d'années, on avait l'habitude de faire référence à la décision italienne des Ternites pour dire qu'elle avançait et combien la justice italienne était performante par rapport à la justice française, qui, depuis 18 ans qu'elle était saisie de plaintes, avait été incapable de poursuivre, de traduire devant les tribunaux les responsables de cette immense catastrophe sanitaire qu'est l'amiante. Et effectivement, nous avions ces exemples italiens, ou cet exemple italien de Schmideni, condamné à 16 ans puis 18 ans de prison ferme, et qui vient d'être exonéré de toute responsabilité, puisque pour des raisons tenant à la loi sur la prescription italienne, les poursuites n'étaient pas fondées. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails de cette décision. Pourquoi cette découverte de la prescription vient si tard et que c'est au bout de 6 ans de procédure que la Cour de cassation s'en aperçoit? Est-ce que d'autres poursuites sont possibles sur d'autres fondements?
en l'état des choses, nous n'en savons rien. Mais ce que je voulais souligner au travers de cela, c'est que, certes, nous sommes en retard sur le plan de la justice pénale, et Dieu sait si cette question est importante, si nous souhaitons que nos actions puissent avoir des conséquences sur le plan de la prévention. Je pense que rien ne fait plus peur que les sanctions pénales. Néanmoins, nous nous sommes beaucoup battus et nous avons beaucoup obtenu sur la question des responsabilités civiles et la question des indemnisations et la question de l'évolution de la réglementation, qu'il s'agisse de l'interdiction, qu'il s'agisse du départ en ACATA ou qu'il s'agisse même, pour les victimes non professionnelles, du FIVA. Je dis là, donc, et là, si vous voulez, il faut savoir que nous sommes dans une situation bien meilleure qu'en Italie, et je vais peut-être expliquer pourquoi. Au plan de l'indemnisation, nous sommes extraordinairement mieux armés. Alors, encore une fois, je ne veux pas dire que tout est parfait en France, je dis simplement que le résultat de nos luttes a été que sur l'ensemble du territoire français, nous obtenons des indemnisations pour les victimes ouvrières et les victimes environnementales, des indemnisations que n'ont pas encore obtenues les Italiens, parce que manifestement, la structuration du mouvement social en Italie n'est pas la même. J'en reviens à mon sujet, au sujet de la journée, les lanceurs d'alerte. Dans un dossier comme l'amiante, rien n'était possible si des scientifiques, et je vais parler de la figure emblématique qui était Henri Pézra et Anita Bomeni, n'avaient effectivement lancé l'alerte. Le terme est parfaitement juste. Quand ils ont lancé l'alerte, ce terme n'existait pas, mais sans leur alerte, rien n'aurait été possible, puisque ce matériau, sa dangerosité était connue, était connu depuis très longtemps, je ne rentre pas dans les détails, il avait été interdit dans un certain nombre de pays européens, et il existait dans la réglementation française, en ce sens que depuis 1950, cette maladie était inscrite au tableau des... Les maladies provoquées par l'amiante étaient inscrites sur le tableau des maladies professionnelles. Et donc on a vécu des années et des années dans cette indifférence quasi générale, liée vraisemblablement au fait que le délai de carence et le délai d'apparition de la maladie étaient tels qu'il y avait un crime qui se commettait, mais dont les conséquences étaient tellement éloignées qu'il était extrêmement difficile de faire le rapprochement. Et c'est à l'obstination donc de ce que je vais qualifier, pour prendre un terme plus large, mais bon, de scientifiques, que cette cause a pu prospérer. Mais si cette cause peut prospérer, c'est qu'elle s'est ancrée et que ces scientifiques étaient liés avec le mouvement social. Et que s'il n'y avait pas avec eux la constitution d'une association qui était l'association Alerte, qui réunissait les scientifiques de différentes spécialités, qui se sont mis en rapport avec les ouvriers qui travaillaient dans les usines pour dire attention, il y a Jussieu bien sûr, mais qu'en est-il des gens qui fabriquent ce qui est posé dans les bâtiments à Jussieu? Et s'il n'y avait pas eu ce lien fait entre ces scientifiques et le mouvement social, cette cause n'aurait pas pu avancer. Je le dis de façon je m'autorise à le dire de façon aussi catégorique, car lorsqu'en 1995, nous avons été saisis, Jean-Paul Tessonnière et moi-même, de ce contentieux dans le domaine de l'état du droit, et c'est là que, à mon avis, les choses sont très intéressantes, au-delà du problème de l'amiante, parce qu'elles sont transposables à d'autres types de contentieux, d'autres types de produits toxiques, d'autres types d'expositions fautives. Lorsque nous avons été saisis en 1985 de ces dossiers, je ne rentre pourquoi 95, c'est des questions qui sont factuelles, qui ne sont pas intéressantes, me semble-t-il, pour ouvrir le débat sur la question des lanceurs d'alerte. Et comment est-ce que cette dynamique entre ces trois acteurs que sont les avocats, les victimes organisées et les scientifiques lanceurs d'alerte peut faire avancer les choses. En 1995, lorsque nous sommes saisis, force est de constater que l'amiante, certes, est désigné comme un produit dangereux, dont l'usage, en tout cas,
les industriels sont nécessairement alertés de la possibilité de danger, puisque depuis 1950, quand même, on sait que cela provoque des maladies qui sont réparées au titre de la sécurité sociale. Par contre, ce qui pourrait ouvrir droit à une indemnisation générale et pas seulement la réparation spécifique au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, c'est-à-dire l'indemnisation intégrale, ne peut se faire qu'au travers de la procédure de faute inexcusable. Je suis assez frappé de constater aujourd'hui que dans tous les contentieux, maintenant, on parle aisément de la faute inexcusable, comme si c'était un outil connu. Il est devenu connu et on s'est mis à l'utiliser en matière d'exposition environnementale de travail à partir du dossier de l'amiante. C'est là que s'est ouvert la voie de la réparation et l'indemnisation des victimes. Or, en 1995, lorsque nous sommes saisis, la définition de la faute inexcusable, qui donne donc à la possibilité à l'ouvrier tombé malade de recevoir, au-delà d'une rente mensuelle, la réparation des préjudices qu'il subit, que sa femme subit s'il décède de la maladie, que ses enfants vont recevoir pour réparation du préjudice de morale de leur père. Ceci n'est possible que si l'ouvrier parvient à démontrer, le travailleur exposé parvient à démontrer qu'une faute inexcusable a été commise par l'employeur. À ce moment-là, la définition de cette faute inexcusable telle qu'elle ressort de la jurisprudence, c'est un arrêt Villa qui date de 1941. Là, je rentre dans les détails parce que c'est intéressant. Il faut que la faute soit d'une exceptionnelle gravité pour que les victimes soient intégralement indemnisées. De surcroît, nous sommes en matière de droit de la sécurité sociale. On n'est pas très calé. En matière de droit de la sécurité sociale, on s'aperçoit que pour des raisons tenant à des équilibres budgétaires, la prescription est de 2 ans. Donc les obstacles juridiques sont énormes. Est-ce qu'on peut parler de faute inexcusable, d'une exceptionnelle gravité, alors même que l'amiante n'était pas interdit et que par voie de conséquence, en creux, il était autorisé? Est-ce qu'on peut parler de faute inexcusable alors qu'il n'y avait pas de réglementation spécifique amiante, puisque cette réglementation arrive en 1977 et que la plupart des gens que nous étions chargés de défendre avaient été exposés avant 1977, la voie semblait fermée. L'idée de certains juristes était alors de prendre un dossier de malade, de le porter devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devant la cour d'appel et devant la cour de cassation pour faire modifier cette définition de la faute inexcusable. Et c'est là qu'intervient, me semble-t-il, la coalition des intérêts et des énergies. On se dit, si on en dépose un, ça n'aboutira jamais. Bon, c'est simple à dire comme ça, mais si nous ne restituons pas la dimension collective de cette catastrophe, et si nous ne démontrons pas que ce n'est pas un dossier là isolé, nous n'aboutirons jamais. Donc nous décidons, au travers des contacts de Henri Pézra, d'Annie Thébault notamment, de voir au travers de la France où se trouvent les malades. Et là, moi en tout cas, j'ai la révélation d'une catastrophe invisible, d'une ignorance absolue dans laquelle étaient maintenus des gens. On fait visiter un cimetière à Thion où effectivement les hommes meurent à 40 et 50 ans. Et tout ça dans une ignorance absolue. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des morts dans toutes ces régions industrielles et que la catastrophe est immense. Et là, la stratégie que nous mettons en place est de non pas déposer un dossier pour faire avancer le droit, mais de déposer des dossiers partout. C'est-à-dire de démontrer que la catastrophe est collective, qu'elle est dans des lieux circonscrits qui sont des lieux industriels liés aux usines. Il n'y a pas seulement Jussieu, il y a Clermont-Ferrand avec l'usine Amisol, il y a Évry, Taparel-Monial, il y a les chantiers navals. Et là, on a des pics de maladies, de cancers et de mésothéliome qui sont extrêmement importants. Et là,
aussi le deuxième aspect qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où c'est j'exagère un peu, par centaines, que nous parvenons à déposer des dossiers devant tous les tribunaux des affaires de sécurité sociale, une instance que personne ne connaît, je peux vous dire. J'ai pas de honte à dire qu'avant 1996, j'avais jamais mis les pieds dans un tribunal des affaires de sécurité sociale. D'ailleurs, quand on a vu, Jean-Paul Tessonnière et moi, que c'était au tribunal des affaires de sécurité sociale qu'on allait devoir plaider, on s'est dit, on ne sait pas comment on va assurer la visibilité. Parce que pour nous, l'audience, c'est l'audience publique. L'audience publique, c'est la possibilité de faire venir du monde, des journalistes, etc. Le tribunal de sécurité sociale, c'est pas les locaux de la cour d'assises, quoi. Donc là aussi, l'effet du nombre, l'effet des organisations syndicales, des associations de défense des victimes qui se sont constituées et qui sont venues en masse aux audiences, obligeant parfois, la cour d'appel de Douai par exemple, j'en ai le souvenir, à changer de salle d'audience parce qu'il y avait 500 personnes qui étaient venues pour 10 collègues malades. Tout d'un coup, tout le monde a relevé la tête et dit « Mais oui, c'est pas normal que mon père soit mort à 45 ans. » Mais le voisin aussi, c'était pareil. Et tout d'un coup, la parole s'est déliée, la conscience vraiment s'est révélée et les gens sont venus avec une patience absolument extraordinaire et on a vu ce qui jusqu'à présent était absolument invisible. Ce qui est très intéressant de noter aussi dans cette affaire, c'est que au niveau des médias, j'entendais quelqu'un dire tout à l'heure les médias sont toujours du côté du pouvoir. Donc il ne faut pas exagérer quand même. Ça me paraît heureusement quand même qu'on a des revues, des journaux. Bon, alors on n'a pas forcément l'accès aux médias nationaux qu'on souhaite, mais enfin quand même, ça nous permet de faire bouger des choses. Bon, d'accord. Enfin, je ne peux pas laisser dire que les médias sont quand même toujours du côté du pouvoir. Bon, passons cette question. En tout cas, je constate que ce que je vais dire est peut-être en contradiction avec ce que je viens d'affirmer, mais nous avons très peu de relais sur le plan de la presse nationale. On a énormément de difficultés à faire passer la dimension de la catastrophe. Le sida, si vous voulez, je ne vais pas faire de concurrence, j'ai effectivement trouvé désagréable tout à l'heure que pour défendre les malades des conséquences des autres médicaments, on en vienne à dire que le Mediator, c'était pas grave. Bon, je ne vais pas entrer dans ces concurrences-là, mais enfin, je constatais, moi, que autant la question du sida avait pu mobiliser la télévision, les journaux, etc., avec l'amiante, on n'avait pas vraiment un succès extraordinaire. Par contre, au niveau local, c'était énorme. Et là, on a vraiment vu de France, enfin, la France ouvrière qui avait vécu avec cette catastrophe, qui prenait conscience que c'était un drame collectif, que ce drame collectif aurait pu être évité, que des choses leur avaient été cachées et qui relevaient la tête. Donc, dans une petite ville comme Paray-le-Monial, l'enterrement d'une femme d'ouvrier qui avait simplement nettoyé les bleus de travail de son mari, je descends pour l'enterrement. Comment ça s'appelle ? Quand on ferme tous les commerces, ville morte, à l'enterrement, et 500 personnes dans l'église et dehors. C'est-à-dire que dans les lieux visés, c'était énorme l'impact. Vraiment, les gens ont relevé la tête, pris leur destin en main, et c'était absolument impressionnant. Alors, ce chemin, si vous voulez, à partir de ce moment-là, évidemment, la question de la prescription et les 2 ans, il nous appartient à nous, avocats, de trouver un moyen, un argument juridique pour permettre aux juges de la faire tomber. Mais les juges, évidemment, ont envie de le faire tomber. Ce n'était pas tenable. Au tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, la greffière pleure parce que son père était mort de l'amiante. Quand on raconte, on a des audiences qui sont des audiences qui durent 12 heures avec les patrons d'éternité, etc. Et sur le plan local, le juge... il est autant embêté que nous avec cette histoire de prescription de 2 ans. Donc notre travail à nous d'avocats, avec les victimes, c'est d'essayer de trouver une voie, de la même façon, l'absence de réglementation. S'il n'y avait pas de réglementation avant 1977, il ne peut pas y avoir de faute inexcusable. Donc chercher la réglementation, remonter dans la culture ouvrière pour savoir s'il n'y avait pas eu des grèves sur les empoussièrements,
sur quoi les grèves se fondaient. On retrouve une réglementation de 1913 sur l'empoussièrement. On se dit, bah, finalement, l'amiante, c'est de la poussière. Donc il y avait une réglementation générale. Enfin bon, on travaille tous ensemble pour essayer. Les ouvriers nous expliquent qu'effectivement, il y a eu un mouvement de grève. Monsieur Poisson, qui a gardé ses archives dans son garage pour dire, mais non, c'est déjà battu contre l'empoussièrement, etc. Et donc, on a une j'ai horreur de ce mot, synergie. Alors, une énergie commune de lutte qui fait que tous les obstacles tombent. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a quand même une flexibilité du droit, en tout cas une possibilité d'adaptation. On était partis, on n'est pas des héros, hein, on était partis, Jean-Paul Tessonnière et moi, en se disant, l'état du droit positif français ne peut pas tolérer que ces 3000 victimes par an ne soient pas indemnisées. C'est fermé, mais c'est pas tolérable comme socialement. Donc ils trouveront, ils changeront la loi s'ils veulent, ils feront ça, mais c'est pas possible qu'il y ait une amélioration sans cesse de la réparation intégrale pour les accidents de voiture, etc. Et que les accidentés du travail, qui avaient été les mieux indemnisés par la loi de 1898, deviennent les moins bien indemnisés un siècle plus tard. Donc, on est parti du principe que soit on obtiendrait une modification législative devant la pression des juridictions qui diraient mais avec le dispositif législatif dont on dispose, on ne peut pas, ou on lirait la loi autrement. Et effectivement, on a abouti au bout de... Donc, les premières décisions, 95, on a obtenu... J'explique pas par quel argument, ça n'a pas d'intérêt, mais aux arrêts du 28 février 2002, dans lesquels la Cour de cassation, dans 30 arrêts, va modifier la définition de la faute inexcusable en important un concept qui résulte du droit de transport, l'obligation de résultat, c'est-à-dire que la SNCF doit prendre un voyageur dans un état de santé et le conduire à une obligation de résultat en bon état, eh bien, cette obligation de sécurité de résultat s'applique désormais aux employeurs. Donc, c'est une révolution il est mentionné, et ceci, notamment pour les maladies professionnelles. C'est-à-dire que notamment pour les maladies professionnelles, ça veut dire que ça s'applique à tous les accidents du travail, à toutes les maladies professionnelles, et ça n'est pas un arrêt spécifiquement amiante. Or, cette évolution jurisprudentielle qui fait qu'aujourd'hui, comme le disait Annie Beaumeny tout à l'heure, à Commentry, quand il y a un problème d'exposition toxique, on va déposer une demande au tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de faute inexcusable, c'est en se fondant sur la jurisprudence amiante du 28 février 2002. Or, cette réglementation, nous la devons à ces trois composantes qui, à mon avis, si on n'a que le lanceur d'alerte, on n'y arrive pas. Si on n'a que les avocats, on n'y arrive pas, parce qu'on a constamment, nous, besoin du référent scientifique. C'est-à-dire, vous imaginez ce que les industriels ont pu développer en face comme argument pour nous expliquer, par exemple, que l'amiante, ce n'était pas des poussières. Bon, oui, donc si on n'a pas... non, c'est des particules, ce n'est pas de la poussière. Enfin bon, forcément, chacun va jouer sur les mots pour faire avancer son point de vue. Donc, sans cette expertise... Encore un mot que je n'aime pas beaucoup, parce que justement, c'est pas avec des experts qu'on parle, mais c'est avec des gens qui ont les connaissances scientifiques et qui les mettent au service d'une cause. Et donc, c'est pour ça que je n'aime pas le mot expertise, mais à ce moment-là, je ne devrais pas aimer non plus le mot d'avocat. Donc, c'est cette énergie commune, mais je le répète, ce combat, si nous ne l'avions pas mené avec des centaines de personnes dans la salle, à tous les niveaux de juridiction, y compris devant la Cour de cassation, qui a exceptionnellement ouvert 12 heures de procès en présence de 500, 600 victimes ce jour-là, c'est quand même ça qui a fait que les choses ont bougé. Alors, il n'y a pas de triomphalisme de ma part dans tout ça. Je veux quand même restituer
à la mémoire de quelqu'un qui a eu ce courage-là ce qui lui est dû, et aussi dire que si on parvient à se mobiliser, on parvient quand même à faire bouger les choses. Ça n'est pas rien, cette modification de la définition de la faute inexcusable, et je reste convaincu, on ne pourra pas faire l'économie d'un procès pénal, et on en a besoin parce qu'il faut que les industriels comparaissent sur le banc des accusés, et au travers de la faute inexcusable, on n'a jamais vu un visage. Jamais un visage. C'est très impressionnant. Parce que c'est satisfaisant, les procédures. On fait des procédures contre Eternit, on fait des procédures contre les chantiers navals, contre la DCN. Bon, mais on a des avocats en face. On n'a jamais un directeur d'établissement, directeur d'usine, un propriétaire qui a eu le courage de venir s'asseoir sur les bancs du tribunal des affaires de sécurité sociale et de répondre de ce qu'il avait fait. Le procès pénal, c'est ça. C'est la comparution de la personne. C'est pas l'abstraction de l'entreprise, la catégorie abstraite des propriétaires, des employeurs, etc. Et des investisseurs. C'est un homme, personne physique, qui comparaît. Donc j'ai bien conscience que ça, c'est absolument nécessaire, mais néanmoins, je pense qu'il faut continuer ce combat dans cette méthode, disons, dans d'autres domaines, et qu'on fera progresser les choses. Et il est certain que dans cette configuration que je décris, qui est une espèce de configuration idéale, enfin bon, avec toutes les limites que j'ai mis, hein, au bout de 18 ans, on n'a toujours pas de plaintes qui ont abouti. Mais quand même, je pense qu'il faut... cela va nécessairement dans le sens d'une protection de celui qui va lancer l'alerte. Car il est certain que si on est licencié de l'INSERM ou si on a des sanctions à l'intérieur de son entreprise, eh bien personne ne dira jamais rien. Donc j'inscris bien ce débat, ce combat que je viens de vous décrire dans la problématique d'aujourd'hui. Il faut des lanceurs d'alerte, il faut un statut protégé des lanceurs d'alerte, sinon le mouvement associatif ne peut pas progresser, et de la même façon, les avocats se trouvent totalement démunis s'ils n'ont pas cet appui des scientifiques, des intellectuels de façon plus large. Voilà ma contribution au débat sur les lanceurs d'alerte.